Bonjour, mon nom est Florent Berlet. Je suis consultant chez SunGuard Availability Services. Mon expérience porte sur le domaine de la continuité d'activité, la gestion de risque et la gestion de crise, et notamment en tant qu'architecte de solutions IT, organisationnelles et fonctionnelles, qui permettent de décliner les stratégies de continuité d'activité métier et IT en solutions opérationnelles. Aujourd'hui, nous entendons de plus en plus parler de résilience. La résilience est en effet devenue un concept transdisciplinaire où chaque discipline contribue à la polysémie de ce terme. Dans notre domaine de la continuité d'activité, nous utilisons parfois les termes de business resilience ou enterprise resilience ou organizational resilience afin de positionner la résilience dans le monde des entreprises et des organisations. Nous nous intéressons aux risques d'interruption d'activité dans l'éventualité où leurs conséquences, leurs impacts seraient tels que ces entreprises, ces organisations pourraient disparaître. Dans un premier temps, nous allons présenter comment, face aux menaces et aux crises d'aujourd'hui et de demain, la résilience est une nouvelle façon de gérer les risques. Des risques qui sont peut-être devenus ingérables. Puis, dans un second temps, nous vous présenterons le nouvel écosystème de SunGuard AS qui peut rendre votre entreprise plus résiliente. Est-ce que les risques de catastrophes, de désastres, de chocs, de sinistres sont devenus ingérables aujourd'hui? Depuis plusieurs années, les catastrophes sont devenues plus fréquentes et leurs conséquences de plus en plus graves. On constate une augmentation des désastres naturels et surtout climatiques, des inondations, des tempêtes, des incendies, des événements de température extrême comme les canicules, des séismes, des tremblements de terre ou des tsunamis. On observe également une augmentation des désastres d'origine humaine, Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010 ou Fukushima au Japon en 2011. Les mégapoles côtières ou fluviales, comme Paris, sont davantage exposées aux inondations du fait de l'urbanisation galopante, du pompage excessif des nappes phréatiques et de la multiplication des barrages. On citera comme exemple les inondations de Bangkok en 2011. Pour les pandémies, il n'est pas nécessaire ni opportun de commenter puisque nous sommes actuellement en pleine crise mondiale Covid-19. La tendance va se poursuivre du fait de plusieurs facteurs comme le dérèglement climatique, l'urbanisation et la concentration de valeur en zone à risque, la pollution de l'air, la mondialisation, le terrorisme, les cyberattaques, le contexte géopolitique conflictuel et les progrès technologiques qui entraînent toujours plus de dépendance à l'électricité et à l'informatique. Un désastre tel qu'une inondation qui frappe toute une région entraîne des ruptures d'alimentation électrique. Par conséquent, les télécommunications, la téléphonie fixe et mobile, les transports publics, les trains, les métros, les stations d'épuration ne fonctionneraient plus. Les pompes ne pourraient plus alimenter les réseaux en eau potable. Les routes seraient impraticables, les biens et les personnes ne pourraient plus circuler. Pour les organismes, l'informatique étant présente partout, les serveurs et les données étant redondés sur des sites ou des data centers souvent peu distants dans une même région, la panne d'électricité globale aurait aussi un impact. C'est ce qui s'est passé à New York en 2012 avec l'ouragan Sandy. Avec la mondialisation, un événement local se transforme rapidement en événement mondial. Un virus local devient une pandémie, la faillite de Lehman Brothers a déclenché une crise financière mondiale, un désastre local peut entraîner une désorganisation ou une rupture des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, comme les disques durs à Bangkok, ou les pièces automobiles au Japon, ou les masques en Chine. Les scénarios de risque sont différents, avec notamment des combinaisons de catastrophes qui s'enchaînent. De façon générale, nous savons que l'agrégation de plusieurs risques faibles ou moyens peut engendrer des risques globaux nettement supérieurs. Par exemple, Fukushima, un séisme entraîne un tsunami, puis un accident nucléaire majeur. Ou l'ouragan Sandy, une tempête tropicale entraîne une inondation, puis une coupure totale de l'électricité. Plus récemment, à Beyrouth, crise géopolitique, économique, financière et politique, pandémie, puis double explosion dans le port. Nous subissons des crises plus longues, comme actuellement celle de Beyrouth et la pandémie de Covid-19.
ou les inondations de Bangkok qui ont duré de juillet 2011 à janvier 2012. Sans passer en revue tous les exemples, attardons-nous simplement en France sur deux événements redoutés parmi d'autres que sont la rupture du barrage de Vouglan dans l'Ain, qui libérerait 600 millions de mètres cubes d'eau et générerait une vague de 6 mètres de haut qui engloutirait la place Bellecour de Lyon, après avoir rencontré 14 réacteurs nucléaires qui jalonnent la vallée du Rhône. Ou encore la crue centenale de la Seine à Paris. Petit rappel, une crue centenale atteint un débit qui a une chance sur 100 d'être atteint chaque année. Si nous considérons la crue centenale de la Seine à Paris et en Île-de-France, les experts de l'OCDE estiment que les dommages directs subis par la région s'établiraient entre 3 et 30 milliards d'euros selon les scénarios. Une note particulièrement lourde, donc, à laquelle il faudra ajouter une réduction significative du PIB, notamment sur le plan touristique, pouvant atteindre 60 milliards d'euros. Une crise qui mettrait en péril entre 400 000 et 750 000 emplois. Depuis quelques années, donc, la résilience est devenue un terme, un mot à la mode. Lors de la décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, entre 1990 et 1999, l'ONU a encouragé la prise en compte de la résilience pour améliorer la gestion des crises. Dans le domaine de la continuité d'activité, depuis 2015, le nouveau comité ISO-TC 292 en charge de la norme ISO 22301 a été nommé Sécurité et Résilience. Un bref rappel sur l'étymologie du mot. Résilience vient du participe présent latin résilience, du verbe résilire, qui est fabriqué à partir du verbe salire, qui veut dire sauter, et du préfixe ré, qui indique un mouvement vers l'arrière. Il fut absorbé au XVIIe siècle par la langue anglaise, qui retient du verbe latin salire, qui veut dire sauter, l'idée de la réaction après un choc, le rebond, du mot anglais rebound. Paul Claudel, diplomate français ayant exercé aux États-Unis, et entre autres poète, essayiste et membre de l'Académie française, observe « Il y a dans le tempérament américain une qualité qu'on traduit là-bas par le mot de resiliency, pour lequel je ne trouve pas en français de correspondant exact, car il unit les qualités d'élasticité, de ressort, de ressources et de bonne humeur. » Au début de la genèse du concept scientifique, la résilience est à la fois la capacité de résister à un traumatisme, un choc, et de se reconstruire après lui ou de retrouver ensuite ses fonctions initiales. Depuis des siècles, les ingénieurs en gestion de risque proposent une stratégie qui vise à améliorer la résistance face à un aléa. Augmenter la résistance, c'est le courant hygiéniste. Pour cela, ils calculent des magnitudes prévisibles de plus en plus précises de l'aléa, puis ils persuadent les responsables d'édifier un équipement de défense pour se protéger. En suivant cette stratégie, ils ont fait construire des digues le long des fleuves, puis barrages en amont, pour s'opposer aux inondations. Cette approche est efficace quand il est possible de prédire l'impact précis de l'aléa. Mais cette situation est exceptionnelle, voire impossible avec les crises que nous connaissons aujourd'hui et que nous connaîtrons demain. De multiples raisons anéantissent souvent l'espoir de disposer de résultats précis et donc de bien calibrer les ouvrages. Aujourd'hui, la résilience désigne la capacité d'un système ou d'un être vivant à absorber un choc et à retrouver ensuite ses fonctions initiales. La différence fondamentale réside donc dans le fait d'avoir la capacité d'absorber un choc plutôt que de résister à un choc. Et bien sûr, de pouvoir se reconstruire ou retrouver ses fonctions après le choc. Cette différence fondamentale introduit ce concept de résilience et propose d'envisager une autre stratégie pour gérer les risques. Celle-ci vise non pas à s'opposer à l'aléa, mais à en réduire au maximum les impacts. Cependant, cette philosophie de la résilience ne fait pas tout à fait l'unanimité. Pour ces détracteurs, la résilience est nécessaire. Ils sont donc d'accord avec le principe qu'être résilient, c'est avoir la capacité de récupérer, mais cela signifie qu'on va se retrouver au même point, dans la même situation qu'avant la crise.
Elle ne constitue pas de ce fait une protection et elle n'est donc pas suffisante. Quant aux partisans de la résilience, ils considèrent qu'en capitalisant sur une crise, cela permet de s'améliorer en anticipation de la prochaine, et ainsi, grâce à ce mécanisme d'amélioration, de ne pas revenir à la même situation qu'avant la crise. On peut comparer les deux méthodes en l'illustrant par l'exemple du changement ou du dérèglement climatique. La stratégie de résistance, c'est le protocole de Kyoto. Il impose de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette solution a un coût économique, mais aussi et surtout un coût social très élevé. La stratégie de résilience considère qu'il ne s'agit plus de lutter contre le réchauffement, mais d'en réduire les effets. De plus en plus de véritables savants préconisent cette solution, sans doute plus efficace si le réchauffement reste inférieur à 3 degrés. Il est difficile de se prononcer sur la meilleure stratégie à suivre, mais les deux approches existent bien et elles sont fort différentes. Il existe un lien entre la vulnérabilité et la résilience. Un système plus résilient est moins vulnérable. Or, si la vulnérabilité est un concept négatif, la résilience est un concept dont la connotation est positive. La résilience devient la propriété désirable d'un système vers laquelle la gestion doit tendre. Certains sont même allés jusqu'à définir la résilience comme étant l'antonyme, le flip side de la vulnérabilité, c'est-à-dire son pendant positif. Cependant, cette équivalence n'est pas tout à fait exacte. En effet, un système peut être dans le même temps vulnérable à un choc et parfaitement résilient. Il n'est pas possible d'opposer aussi mécaniquement vulnérabilité et résilience. On pourrait même affirmer que c'est parce qu'un système est vulnérable qu'il peut être résilient. Au sens le plus strict, il n'y a résilience que s'il y a choc et perturbation, ce qui implique analytiquement la vulnérabilité. En réalité, la vulnérabilité intègre deux autres composantes, l'exposition à l'aléa et la résistance. Comme nous venons de le voir, un facteur de vulnérabilité peut être paradoxalement un facteur de résilience. Les exemples de Kobe après le séisme de 1995 ou de Manhattan après le 11 septembre 2001 montrent que la concentration des fonctions stratégiques dans les métropoles est un puissant facteur d'endommagement et donc de vulnérabilité, mais que c'est également un formidable stimulant pour accélérer le retour à la normale et la reconstruction. La résilience exige de s'améliorer en capitalisant sur les crises précédentes. D'une certaine façon, plus un système, une entreprise ou une organisation en ce qui nous concerne, subit des crises, plus il peut montrer sa capacité de résilience. C'est une propriété. Il peut l'enrichir par l'apprentissage du désastre et ainsi devenir effectivement résilient. C'est un état. Toute la subtilité du problème réside alors dans l'acceptabilité du risque, entendu ici non pas comme fatalisme, acceptation de la catastrophe, mais comme définition par une entreprise ou une organisation du niveau de risque qu'elle est prête à subir. Avant tout, faisons un petit rappel sur le déni du risque. Le déni du risque est une attitude commune, surtout si l'entreprise n'a pas subi d'incidents majeurs au cours des dernières années. À l'échelle de l'histoire, l'humanité a toujours eu du mal à apprendre les leçons des désastres, ou bien elle apprenait de mauvaises leçons. Cela s'explique en partie par les limites de la cognition humaine, et notamment la difficulté, confirmée par de nombreuses études dans la science des décisions, d'appréhender et de décider de manière rationnelle face aux cas peu probables mais à conséquences graves. Dans beaucoup de disciplines, les hypothèses de ce type sont écartées d'office. On peut également évoquer le court-termisme, qui est en quelque sorte au croisement de la cognition et de l'éthique. Dans l'action publique comme dans les entreprises, il est toujours tentant de repousser les grands problèmes du futur, surtout quand il s'agit d'événements jugés rares, et de privilégier le court terme. De façon simple, on peut dire que la recherche de résilience d'une entreprise vise à augmenter ses capacités à absorber les perturbations et à leur faire face, à maintenir ses activités dans son domaine élastique, à ne pas dépasser son seuil de rupture. Si la rupture n'a pu être évitée, la résilience traduit la capacité à retrouver un état stable préservant les activités essentielles de l'entreprise.
Il n'existe pas encore de véritable théorie formalisée pour expliquer la résilience. Cependant, de nombreuses études soulignent l'importance de quelques facteurs déterminants. Parmi les facteurs qui augmentent la résilience d'un système soumis à une perturbation, ceux-ci sont souvent cités. La diversité. La diversité des solutions est considérée comme un facteur qui accroît la résilience. À l'inverse, par exemple en écologie, la perte de biodiversité est considérée comme un facteur qui réduit la résilience de l'écosystème. L'auto-organisation, agilité, flexibilité, qui permet d'adopter des stratégies alternatives en fonction des conditions de la crise. L'apprentissage, capitaliser sur les crises précédentes, repenser, réinventer, reconstruire au mieux. La mobilité, être capable de reprendre ses activités essentielles ailleurs. L'innovation, la résilience étant une science nouvelle, il est nécessaire d'innover, de prendre le futur comme référence pour capter de nouvelles idées ou élaborer de nouveaux modes de gouvernance. Inclusif, approche collaborative ou participative. Si toutes les parties prenantes ne participent pas aux discussions et à l'élaboration des stratégies pour se préparer et répondre, alors les solutions vont venir d'en haut et ça ne fonctionnera pas. Avant de vous présenter le nouvel écosystème de SunGard AS, nous allons rappeler brièvement les origines de cette entreprise. SunGard AS est un des pionniers, sinon le pionnier et le leader mondial du DRaaS, Disaster Recovery as a Service, et également du DRP sans service. SunGard AS est originaire de Philadelphie en Pennsylvanie aux États-Unis et l'acronyme SunGard signifie Sun Guaranteed Access to Recovered Data. Sun était un GIE informatique issu de sociétés pétrolières. L'expérience de la continuité d'activité et de la résilience pour SunGard AS s'est construite sur le terrain depuis 40 ans, et notamment aux États-Unis, qui est un des pays les plus touchés par les cyclones et le pays le plus touché au monde par les tornades. SunGard AS peut être considéré comme un laboratoire vivant, Living Lab, ses centres de secours utilisateurs et ses data centers étant des territoires d'innovation dans ces domaines de la continuité et de la résilience, où les stratégies sont conçues par nos experts conjointement avec nos clients depuis 40 ans et en collaboration pour améliorer de façon itérative la qualité et la pertinence des solutions et services proposés. L'écosystème de SunGard AS comprend des centres de secours utilisateurs dédiés ou mutualisés répartis dans 9 pays sur 3 continents et qui permettent, quelle que soit la crise, de garantir un espace protégé et sécurisé pour poursuivre vos activités essentielles. Des data centers hyperconnectés avec une connectivité directe vers les 350 clouds et fournisseurs majeurs d'applications en mode SaaS, dont les principaux clouds publics Microsoft Azure, Google, AWS, IBM, SAP, Oracle, grâce notamment à Mediaport, notre fournisseur de services NAS, Network as a Service. Nos data centers proposent des services de cloud privé, cloud public, cloud hybride, d'hébergement, de managed services, d'infogérance, de sauvegarde ou de télésauvegarde pour sauvegarder n'importe où et restaurer n'importe où, backup anywhere and restore anywhere. Des services plus que jamais indispensables quand vos données critiques sont dispersées auprès de multiples fournisseurs de cloud ou d'applications en mode SaaS, et qu'aucun de ceux-là ne propose de solution de sauvegarde similaire et claire de ces données. Leur but évident étant de vous garder chez eux. Les services traditionnels et historiques de secours à froid, de type DRP, PRA, sur des infrastructures toujours disponibles, le plus souvent mutualisées et fournies par SunGard AS, c'est le plan de reprise d'activité classique, qui peut ainsi représenter le 3e site dans le cadre d'un dual site. En cas de destruction, de corruption ou d'inaccessibilité des données sur les 2 data centers qui composent le dual site, ce 3e site permettrait de reprendre votre informatique essentielle à partir des sauvegardes, sur bande ou sur disque, ou à partir des données répliquées. Des services de conseil avec des équipes qui, fortes de 40 ans d'expérience, possèdent l'expertise et les compétences nécessaires pour vous accompagner, entre autres, sur l'ensemble des domaines de la continuité d'activité, métier ou IT, BIA, analyse d'impact sur l'activité, RIA, appréciation du risque,
élaboration de la stratégie de continuité d'activité et de la stratégie du plan de secours informatique, élaboration des plans de continuité d'activité et de gestion de crise en fonction des scénarios de risque à couvrir, également sur des projets de migration de data centers ou de déploiement d'environnements hybrides complexes. Le réseau et les implantations de SunGard AS couvrent les principaux centres financiers et d'affaires internationaux, vous permettant d'avoir accès à un réseau global à très haut débit qui assure à votre infrastructure la plus faible latence et les plus hautes performances possibles sur l'ensemble de votre écosystème. Ce réseau global à très haut débit est complété par des passerelles cloud et opérateurs haute performance, dont les 8 points de présence Mediaport chez SunGard AS. La résilience met en jeu différentes composantes de l'entreprise, dont les infrastructures, pour lesquelles sont mobilisées les notions de résistance, d'absorption, de redondance. Nous disposons de data centers et d'un ensemble de solutions plus diverses et plus complètes qui nous permettent d'adresser un marché de détail qui est celui de la résilience. Les entreprises viennent chez SunGard AS pour pouvoir poursuivre leurs activités essentielles depuis n'importe où et pour pouvoir héberger, sécuriser et construire la résilience de leur système d'information qui supporte ces activités essentielles. Revenons à notre fournisseur de services NAS, Network as a Service. Qu'est-ce que Mediaport? Mediaport est un fournisseur de services qui offre un accès privé direct à un réseau de 170 points d'accès au cloud et à plus de 600 centres de données, dont les bretelles d'accès au cloud à Paris. Étant destiné aux entreprises et pour des raisons de confidentialité et de fiabilité, ces connexions directes contournent l'Internet public. L'offre repose sur le produit phare de Mediaport, le Mediaport Cloud Router, MCR, qui apporte des capacités de virtualisation pour une connectivité privée à la demande au niveau de la couche 3. Grâce à Mediaport, il est notamment possible de faire de la connectivité directe intercloud sans passer par votre site on-premise pour transférer des workloads, par exemple. Ce webinaire se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, notamment pour ne pas manquer les prochains rendez-vous si vous êtes intéressé. Pour ceux qui parlent anglais, les webinaires proposés par SunGard AS sont présentés par des consultants expérimentés et reconnus, issus de nos équipes présentes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Sur LinkedIn, vous pouvez suivre pour la France SunGard Availability Services France, pour le Royaume-Uni et l'Irlande SunGard Availability Services UK and Ireland, pour les États-Unis SunGard Availability Services, pour le Luxembourg SunGard Availability Services Luxembourg, pour la Belgique SunGard Availability Services Belgium. Nous restons à votre disposition pour toute question concernant ce webinaire et pour tout renseignement concernant nos offres et services.